Un résultat, c'est notre potentiel qui est en rapport avec nos interférences, donc nos croyances, nos peurs, nos échecs passés, etc., multiplié par la motivation. On a tous un potentiel à un moment donné, on a tous des interférences inconscientes, et puis une motivation qui vient porter. S'il n'y a pas la motivation au départ, on ne va même pas essayer de réaliser quoi que ce soit, on ne va pas se tourner vers un objectif. Et comment est-ce que le jour J, quand j'arrive dans mon portillon de départ, ou quand j'arrive à mon examen, ou quand j'arrive sur scène pour performer, comment je fais pour avoir cette énergie à disposition? Là où je place mon attention, je place mon énergie. Quand vous êtes bloqué sur un problème, que votre attention est fixée dessus, vous pouvez passer des heures à le ruminer. Et toute votre énergie passe là-dedans. Vous ne consacrez plus ou peu d'énergie, en tout cas c'est une énergie qui est de moindre qualité, à vos autres relations, à tout ce que vous faites, à la manière dont vous mangez, à la manière... Et on devient d'ailleurs un petit peu maladroit dans ces moments-là. Les pensées, c'est la direction qu'on donne à notre vie. Notre réalité correspond exactement, de manière tout à fait conforme à notre système de pensée. Vous savez combien de pensées on a par jour? Entre 50 et 80 000 pensées. Ça fait quand même beaucoup. 90% de ces pensées sont les mêmes que la veille. Ça veut dire qu'on tourne en rond assez facilement. Donc si on n'a pas conscience de nos pensées, eh bien on peut vivre toute notre vie avec exactement le même système de pensée. Comme un poisson. Et comme nos pensées elles vont être liées à l'information qu'on reçoit, si je regarde le journal télé à 13 h et à 20 h, et puis que j'écoute le journal à la radio toutes les heures, et ben en fait, je suis piloté par l'information que je reçois de l'extérieur. La qualité des informations que vous absorbez, elle est très importante parce que c'est tout votre corps qui y répond derrière. Vous êtes constitué de milliards de cellules. Et en épigénétique, les cellules, alors sur leur surface, elles reçoivent l'information. Donc les cellules de votre corps, en fait, elles répondent, elles appliquent les informations qu'elles reçoivent. Et c'est ça qui peut créer de la maladie. La seule manière de se connaître vraiment, c'est de s'asseoir et de fermer les yeux. Et il faut que ça reste adapté en fait à chacun. Il ne s'agit pas d'accélérer le processus, chacun doit aller à son rythme, mais ça passe par des moments où on s'arrête au moins. Pas forcément fermer les yeux et puis et s'écouter. C'est peut-être un peu trop rapide ou en tout cas peu habituel par rapport à ce qu'on vit aujourd'hui. On est dans un monde occidental en tout cas où tout s'est énormément accéléré. Ça veut dire qu'aujourd'hui, s'arrêter juste 2 minutes, c'est quelque chose que beaucoup d'entre nous, on n'est plus capable de le faire. Et pourtant, quand on s'arrête 2 minutes, on permet à notre corps là, de récupérer un petit peu. On revient dans ce qu'on appelle l'homéostasie. On n'est plus dans la survie si on apprend à s'arrêter et prendre du recul. Et en plus, ça nous fait gagner du temps et de la qualité dans ce qu'on fait. Donc il y a tout à y gagner. Par contre, ça demande de déconstruire des circuits neuronaux qui nous mettent dans le speed pour fabriquer des nouveaux circuits neuronaux, des nouvelles synapses. Pour que les outils de la préparation mentale soient vraiment efficaces, si on fait tomber les croyances, qu'on modifie les systèmes de pensée avant, et qu'ils sont vertueux, qu'ils sont portants, on gagne un temps de dingue. Découle du diagnostic motivationnel les outils qu'on va utiliser de la préparation mentale. Si on se rend compte dans l'entretien qu'on a avec le sportif qu'il y a un manque de confiance en soi, on va, dans cet exemple-là, travailler sur la confiance en soi. C'est la représentation qu'a l'individu de ses capacités et de ses ressources. On peut très bien être très compétent et puis ne pas se sentir compétent. Donc c'est important de mettre les deux au même niveau. Si je veux faire des championnats du monde, je vais peut-être objectif à court terme, championnat de France, moyen terme, championnat d'Europe, et puis après, à long terme, ça va être les championnats du monde. Et puis dans cet objectif à court terme, quels sont mes objectifs de moyen? Donc on découpe véritablement pour qu'on puisse atteindre le sommet de la montagne sans se fixer sur le sommet de la montagne. Et on va se rendre compte que ça va être beaucoup plus naturel, fluide. Et ça rend les choses accessibles en fait. Si la difficulté qui vit, le stress qui vit, parce que là on parle de stress dans le fond, le stress qui vient potentiellement l'empêcher d'évoluer à son plein potentiel, s'il se vit au moment où il rentre dans le portillon, eh ben on va mettre en place une routine dans cette phase-là, pour que son système de pensée dans cette phase-là et ses croyances ne soient plus les mêmes, mais que ce soit de nouvelles, qu'il va entraîner. On va occuper l'esprit pour qu'il ne soit pas occupé par les peurs. On va l'occuper d'une autre manière.
C'est ça, mettre en place des routines. Que ce soit encore dans le sport ou là, sur une conférence ou dans quoi que ce soit, l'idée de la concentration, c'est d'imaginer un tunnel de concentration. Dans ce tunnel-là, il y a tout ce à quoi je dois être attentif. C'est là où je mets mon attention. À l'extérieur du tunnel, c'est tous les éléments perturbants et que je ne contrôle pas. La météo, la présence de mes parents au bord du court de tennis, la présence de l'entraîneur, le niveau des autres. On ne contrôle pas le niveau des autres. Le résultat des autres, on ne contrôle pas. Donc en fait, on s'en fout. Si on commence à porter notre attention là-dessus, ça va nous sortir de notre potentiel. Donc l'idée, c'est de définir avec le sportif, qu'est-ce qu'il y a dans ton tunnel de concentration. Ça veut dire que le sportif, il sait exactement au début, il est drivé pour savoir exactement ce qui va se passer dans sa tête à partir du moment où il aura choisi jusqu'à la ligne d'arrivée. C'est formidable l'imagerie mentale parce que le cerveau ne fait pas la distinction entre une expérience physique et l'imaginaire. Ça veut dire que quelqu'un qui est blessé peut tout à fait continuer à progresser avec l'imagerie mentale. Et encore une fois, à créer les structures neuronales de la progression. Il va falloir quand même qu'une fois qu'il est sorti de la blessure, mais c'est très bien fait, généralement un sportif, il est quand même bien accompagné. Un sportif qui va se faire une déchirure, il sort de la déchirure, il est plus puissant de la cuisse qui s'est déchirée qu'avant. Et très souvent, les sportifs qui font de l'imagerie mentale et qui sont bien accompagnés dans la récupération physique, en fait, ils sont rapidement plus performants que leurs camarades en fait, d'entraînement. Donc la blessure devient presque un cadeau parce qu'ils ont développé une nouvelle faculté de progression. Donc d'où naît la peur? Elle naît de nos pensées et de nos sensations. Si on vous met à marcher sur une poutre à ça du sol, vous n'allez pas avoir des pensées de peur ni des sensations de peur. Si on vous met sur cette même poutre sur un bassin de crocodile, vous allez avoir les pensées qui vont avec cet environnement et les sensations qui viennent avec. La peur, elle est là pour nous protéger. Le problème, il est quand on est dirigé par la peur. Le but, c'est d'avoir conscience, effectivement, qu'il y a un danger, donc de se préparer aussi à ce danger, et puis de porter son attention sur ce qui va nous maintenir en vie quelque part. On ne va pas pouvoir surmonter quelque chose qui n'existe pas, vu que c'est juste le fruit de notre imagination au départ. La peur est née des scénarios catastrophes qu'on peut avoir dans la tête. Donc l'idée, c'est de produire autre chose dans notre esprit. Et il y a beaucoup de gens qui font du ski. Combien de gens se sont fait les genoux? Moi, j'accompagne des groupes du CAF l'hiver. À chaque fois, il y a toujours une ou deux personnes qui, à la descente, a très peur parce qu'elle s'est blessée. Donc moi, ce que je vais leur proposer, ce n'est pas de les rassurer, c'est de leur dire, choisis l'état d'esprit dans lequel tu veux être. Imagine, prends deux minutes là, mais en même pas, 30 secondes. Imagine juste, on va découper la descente, tac, 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 et puis tous les 10 virages, tu vas t'arrêter et imaginer l'état d'esprit ou la manière dont tu as envie de skier. Imagine ça. Résultat, il va défocaliser son attention de sa blessure pour rentrer dans un imaginaire où il se voit skier tel qu'il a envie de skier. Même si pour l'instant, il ne va pas forcément y arriver. Mais au moins, il va arriver en bas sans être en peur panique. L'idée, c'est de déplacer son attention vers ce que l'on a envie de réaliser et de manière suffisamment forte. Si vous y mettez une émotion forte, vous allez l'attirer à vous. Quelqu'un qui fait un free solo, qui s'engage dans un free solo où il y a un danger de mort qui est direct, c'est un professionnel du mental. Il a une maîtrise d'énormément de paramètres qui vont lui permettre de limiter au maximum le danger qui existe bien, on est d'accord. Et à partir du moment où il va s'engager dans cette voie, il n'y a plus de réflexion. C'est comme un guitariste. Vous connaissez Rodrigo et Gabriela? Ou d'autres guitaristes. Si vous regardez leurs mains, vous êtes d'accord qu'ils ne sont pas dans la réflexion. Vous ne pouvez même pas suivre les doigts. Vous vous souvenez que je vous ai dit au départ que l'information inconsciente circule 1 million de fois plus rapidement qu'au niveau conscient. Si le mec en free solo, il est dans un état de conscience, d'éveil naturel, en onde cérébrale bêta, comme on vit tous les jours, il y a de fortes chances que ce soit terminé pour lui. Donc il est dans un état de conscience modifié. Il faut qu'il y ait de l'enjeu. C'est la particularité de la zone, là, de cet état de flow. S'il n'y a pas d'enjeu, le cerveau ne crée pas cet état de conscience modifié qui permet de se dépasser. Vous avez déjà vécu des états de flow? Le mental, il n'intervient plus du tout. On est d'accord. Le temps, comment il est dans ces moments-là?
extrêmement ralenti en tout cas. Vous avez peut-être vécu des accidents de voiture? Tout devient, voilà, c'est un état aussi de flow, hein, qui n'est pas drôle, hein, mais flow, ça veut dire fluidité, hein, donc c'est ça en fait le but de la préparation mentale aussi, c'est d'amener les sportifs à être dans les conditions qui vont leur permettre de vivre ce flow. Alors la douleur peut faire partie de la progression d'un sportif, si effectivement ça fait partie de notre système de croyance, et elle peut ne pas en faire partie. Moi j'ai été dans ces états, hein, parce que c'est la culture du sport aussi, telle qu'elle est présentée. Quand on fait un effort à une telle intensité, il se passe physiologiquement telle et telle chose dans le corps qui amène de la production lactique, etc., et qui vont amener de la douleur. Mais ce n'est pas le seul chemin à prendre. Il y a d'autres possibilités. Si on fait les choses comme ça, oui, on va être dans la douleur. Mais on peut aussi prendre un chemin qui n'est pas celui de la douleur. Voilà, cette fois, c'est le clap de fin. Merci à tous. Et puis, avec plaisir.